qu'est-ce que vous avez fait de ce 1 million d'euros ? Et leur réponse a été, on en a gardé 500 000 en cas de coup dur. L'enjeu, c'est la suite de ta boîte. Si tu lèves pas, la plupart des fondateurs qu'on accompagne, s'ils lèvent pas, ils arrêtent, quoi. Si tu es chef d'entreprise et que tu dis je dois devenir rentable avant 3 ans parce que sinon je dépose le bilan, jamais tu vas y arriver. Donc tu dois être en mesure de lâcher ce que tu aimes faire. Sa boîte est en déficit chronique, parfois pendant des années. Amazon a commencé à être rentable au bout de 18 ans. Eh bien bonjour, bonjour Jean, bonjour Sophie, bienvenue dans le podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour Kevin et merci pour l'invitation déjà. J'y vais. Donc Sophie Attia, co-créatrice et cofondatrice d'Attica Levée de Fonds avec Jean. Et avant, un passé de manager et cadre dirigeant dans une boîte secteur public. Okay. Et puis à 50 ans, j'ai tout lâché pour créer ma boîte. Et donc Jean Duchesne, je suis entrepreneur, j'ai créé 5 boîtes, Attica sur une idée d'Anne-Sophie est la 5e boîte que j'ai créée, okay. Dont 2 ont été revendues, ce qu'on appelle dans le métier un exit. Okay. Moi je pensais juste que c'était revendre une boîte. Et pourquoi on a créé Attica ? C'est parce qu'on aime profondément les entrepreneurs, que ce soit des patrons de PME, que ce soit des start-upers. Et la levée de fonds est à la croisée en fait de notre appétence et de notre amour pour les entrepreneurs, puisqu'on permet à travers Attica aux entrepreneurs d'accomplir leurs ambitions, en tout cas au niveau professionnel. Ok. Eh bien, écoutez, merci pour la présentation, hyper intéressant. Peut-être une question qu'on n'avait pas forcément prévue, mais j'aime beaucoup le côté exit également, donc pourquoi pas en parler. Mais juste avant, quels sont selon vous les soft skills à avoir en tant que start-upper ? Alors, elles sont nombreuses, ils sont nombreux plutôt, oui. Ces soft skills. On y va, peut-être un peu dans le désordre. Moi, le premier qui me vient là, c'est qu'il faut avoir de l'ambition. Il faut voir grand, il faut incarner son projet, sa vision. Donc, il faut vibrer, quoi. On ne peut pas être start-upper et rien ressentir et rien montrer de ce qu'on ressent. C'est notamment la différence entre un entrepreneur et un start-upper, c'est justement ce niveau d'ambition qu'on va afficher et qu'il faut avoir chevillé au corps. Et il y a un corollaire à cette ambition, c'est qu'il faut, devant les investisseurs qu'on va aller voir pour lever des fonds, il faut être crédible, il faut être réaliste, il faut avoir une vision, alors certes, hyper ambitieuse de son projet, mais ancrée dans une réalité entrepreneuriale. Donc ambition et réalisme, oui. C'est important. Autre soft skills, il faut être tenace. Okay. Créer une entreprise, a fortiori une start-up, mais c'est vrai pour toute entreprise, ce sont des hauts, ce sont des bas. On vit des montagnes russes émotionnelles et bien entendu, il faut être prêt à accepter les bas d'une aventure entrepreneuriale. Et c'est notamment pour ça que nous, on conseille souvent de se lancer à plusieurs pour pas être des solo entrepreneurs. Okay. Personnellement, je n'ai jamais créé de boîte seul, j'ai toujours eu un ou une associée parce qu'on a besoin ensemble d'éviter les points bas, des moments de démoralisation, un certificat qui n'arrive pas, un creux de trésorerie, un client qui se décide à pas signer. Et il faut savoir surmonter ces aspects-là. C'est le deuxième soft skill important. Ouais. Alors je vais le compléter. Je pense qu'il faut une vraie capacité à accueillir ses émotions. Parce que Jean le disait, lever des fonds ou accompagner l'hypercroissance d'une boîte, c'est un ascenseur émotionnel. Donc, accueillir ses émotions, être en capacité de les réguler. Okay. Et il y a une clé pour ça, et du coup, ça fait partie des soft skills, c'est la connaissance de soi. Alors, ça se travaille, notamment avec des coachs, mais il faut se connaître, il faut connaître ses zones de confort, il faut connaître ses zones d'effort, et il faut travailler sur qui on est pour pouvoir traverser toutes ces étapes qui vont très vite dans un contexte de croissance ou de levée de fonds. Donc, c'est hyper important de bien se connaître, quoi. Ok. Il faut aussi, dans l'entrepreneuriat, être passionné par son métier pour une simple et bonne raison, c'est que entreprendre, on compte pas ses heures de travail en fait. Il faut être hyper bosseur et le seul moyen d'inscrire cette grosse charge de travail dans la durée, c'est d'être passionné par ce qu'on fait. Nous, on le voit pour Attica, on bosse du matin au soir, on bosse les samedis, on bosse le dimanche matin, on bosse, on a encore bossé pendant les vacances, même si on n'a pas de clients pour préparer la suite. Et on ne peut pas créer une boîte en pensant que
que ça va être facile en pensant qu'on va se limiter à travailler quelques heures par jour. C'est beaucoup le piège de certains auto-entrepreneurs qui se lancent, qui pensent avoir une compétence et qui se disent en facturant 1 000 € par jour, je vais bien vivre. Mais en fait, c'est pas vrai. Ça marche pas comme ça. Pour entreprendre, pour se développer, pour séduire des clients, c'est une grosse dose de travail. On continue parce qu'il y en a d'autres. Ouais. Alors, dans la liste, alors ça fait un peu liste à l'après-vert, mais on n'est pas là pour finalement porter un jugement, mais on est là pour partager ce qui compte quand on est start-upper. Ce qui compte, c'est aussi l'humilité. C'est la capacité à se remettre en question, parce qu'on peut pivoter très vite, il faut aller vite. Donc, c'est la capacité à la fois à accueillir la critique, en tenir compte, se questionner, avoir des doutes, et être ouvert sur l'extérieur pour alimenter sa créativité. Donc à la fois de l'humilité et de l'ouverture, ça me semble hyper important. Oui. Et c'est le corollaire de la ténacité, c'est-à-dire qu'il faut à la fois conserver les racines, conserver l'ADN de la boîte qu'on a créée, savoir pourquoi on l'a créée, savoir ce qui nous fait vibrer, mais en même temps être à l'écoute, comme le disait Sophie, des suggestions, ne pas être fermé, même si elles blessent parfois, parce que on est sur son bébé, il faut être à l'écoute pour faire grandir son bébé justement. Sur ces aspects-là. Autre élément hyper important, notamment en roadshow, c'est le terme qu'on utilise quand on s'apprête à lever des fonds et qu'on se prépare à aller voir les investisseurs, c'est la rigueur. Alors Jean est un homme très rigoureux, mais la rigueur, c'est très important. Oui, notamment la rigueur sur la maîtrise des chiffres, sur la maîtrise de son modèle économique, sur la maîtrise de ce qu'on appelle les KPI, un certain nombre de données clés dans l'activité de l'entreprise, parce qu'une start-up qui va lever des fonds, doit parler à des investisseurs, et les investisseurs sont avant tout des financiers. Donc si on leur parle vision, projet, amour, confiance en l'avenir, ça ne va pas séduire un investisseur. Ce qui va séduire un investisseur, c'est comment je vais te permettre de faire de l'argent si tu investis chez moi. Et pour ça, il faut parler argent. Et donc mettre des euros et témoigner dans le business model et dans la façon dont l'entreprise va croître, de témoigner comment 1 euro investi dans la boîte va se transformer en X euros de valeur ensuite. Ouais, c'est vraiment le retour sur investissement finalement. Ouais. Après, la liste, on pourrait rajouter l'agilité, la réactivité, mais finalement, c'est des soft skills qui valent pour tout type d'entrepreneur, sauf que dans une start-up, tout va plus vite. Donc en fait, il faut être en capacité, dans une palette de soft skills, d'aller puiser la bonne qualité au bon moment, avec le bon interlocuteur. Mais au fond, on est sur les mêmes soft skills que pour tout chef d'entreprise. Mais c'est avec une acuité plus forte dans un environnement de start-up. Ouais, c'est ce que j'ai l'impression que finalement, c'est exactement ce que vit un entrepreneur, mais démultiplié sur un laps de temps qui est assez court. C'est ça. Je trouve que c'est une belle définition finalement. Donc je pense que c'est encore plus exigeant qu'un patron de PME. Ok. Alors c'est intéressant, la notion de patron de PME, on avait l'occasion d'en discuter tout à l'heure. Il y a une différence entre un patron de PME et un start-upper. Ça serait quoi cette différence ou les différences qu'il pourrait y avoir ? En fait, le start-upper ne doit pas avoir le vertige. Un patron de PME, son modèle est simple. Il doit trouver des clients. Quand il a trouvé ses clients, il doit recruter pour pouvoir assurer le travail qu'il a vendu à ses clients. Et puis pour pouvoir payer les salaires des personnes qu'il a recrutées, il va devoir trouver d'autres clients. Donc on est dans un cercle assez vertueux de croissance raisonnée. On va chercher des contrats, on recrute, on paye et ça avance comme ça. Donc on monte la montagne encordée avec piolets, avec crampons et ça se fait progressivement. Le start-upper, il est dans une situation fondamentalement différente. C'est-à-dire qu'il ne fait pas de bénéfices. Il va utiliser l'argent des investisseurs pour faire de l'hypercroissance. Donc, il va recruter, par exemple, des commerciaux sans avoir le chiffre d'affaires pour les payer. Les commerciaux vont être payés grâce à l'argent levé. Donc, en fait, lui, il attaque une façade à main nue. Il n'est pas assuré. Sa boîte est en déficit chronique, parfois pendant des années. Amazon a commencé à être rentable au bout de 18 ans. Donc, on n'est pas du tout dans l'entrepreneur qui veille à avoir une activité rentable. Un start-upper est un entrepreneur qui vise à aller très vite en n'ayant pas le vertige de perdre de l'argent tous les jours. Donc, en fait, ce que ça vient questionner, c'est le rapport au risque.
c'est qu'en fait, le start-upper, il a un rapport au risque qui n'a rien à voir avec le patron de PME. Ils vont tous les deux mal dormir la nuit, mais le start-upper, il est face au bloc de pierre et il n'est pas assuré, quoi. Okay. Donc je pense que c'est vraiment ça la différence. Il faut être en capacité d'accepter ça, quoi. Et c'est pas évident. On ne peut pas décider d'être un start-upper. Moi, j'en suis à ma 5e boîte. Je serais incapable d'être un start-upper. Je n'aurais aucune fierté à dépenser plus d'argent que ce que j'en gagne. Donc, c'est vraiment un mindset radicalement différent entre un entrepreneur de PME et un entrepreneur start-upper. Après, il y a un autre élément qui est hyper important, c'est le niveau d'ambition. Quand on a un client, on leur dit sur leur deck, vous devez afficher votre ambition sur la première page. Mais sur cette première page, il faut lire « devenir le leader européen de telle activité ». Et c'est pas faire x3 chaque année, quoi. Donc ça n'a rien à voir. Le niveau d'ambition, il faut voir grand, quoi. Et voir grand, en fait, c'est pas donné à tout le monde, quoi. Est-ce que vous pouvez avoir justement par rapport, on est un petit peu sur le côté anecdote, quand vous dites justement ça, est-ce qu'il y a des personnes à qui ça peut donner le vertige, ou ceux qui se disent mais je suis qui pour, ou qui se disent peut-être un peu arrogant quand même de se dire je vais être le leader européen d'eux. Est-ce que vous sentez qu'il y a des blocages entre les deux oreilles par rapport à ça? Il y a les deux, hein. Oui. Alors sur l'arrogance, oui, il y a en fait des start-upers qu'on pitch, alors ils ne deviennent pas nos clients, hein, qui sont très ambitieux, qui sont très à l'aise pour afficher leur ambition, mais qui, à côté de cela, ont un discours qui est absolument pas crédible dans la manière dont ils vont aller attaquer leur marché, par exemple. Donc là, ça va pas. Oui. Et à l'inverse, on a aussi des start-upers qui sont start-upers sur le papier, dont le projet est un projet effectivement qui peut générer de l'hypercroissance. Les spécialistes appellent ça de la scalabilité, pour utiliser un terme métier, mais qui en fait, au fond d'eux-mêmes, sont des gens prudents. Okay. Et donc, ils sont tiraillés. On a rencontré une fois des fondateurs qui avaient fait une levée de fonds. Ils avaient levé 1 million d'euros, ce qui est déjà une belle somme pour faire des choses. On leur a posé la question, mais qu'est-ce que vous avez fait de ce 1 million d'euros? Et leur réponse a été, on en a gardé 500 000 en cas de coup dur. Et ça, c'est antinomique avec le start-upper, parce que l'investisseur, lui, s'il met de l'argent, c'est pour que cet argent serve, c'est pas pour que l'argent soit gardé. Il s'avère que ces fondateurs étaient du 43, donc Auvergnat, et depuis, entre nous, avec Sophie, on appelle ça une levée de fonds d'Auvergnat. Voilà. C'est-à-dire qu'on lève des fonds, mais pour pas utiliser l'argent. Et en fait, on leur a expliqué qu'ils n'étaient pas start-upers, puisqu'ils gardaient cet argent, et que nous, on pouvait pas les accompagner, parce que expliquer à des investisseurs qu'on allait lever cette fois-ci 3 millions, mais sans pouvoir expliquer comment avait été utilisé le premier million, c'était antinomique avec la façon dont pense l'investisseur. D'accord. Donc il y a une réelle identité du start-upper finalement. Il y a autant sur le côté stratégique, mais également, parce que depuis le début de l'interview, on parle quand même essentiellement d'état d'esprit, de vision, de mindset au final. Oui. Enfin, ça n'a rien à voir. Quand un patron de PME bien dans ses baskets et un start-upper qui réussit, ça n'a rien à voir. Sur le rapport au risque, sur le rapport à la prudence. Et ça, c'est dans les gènes de l'individu, en fait. C'est lié à ce qu'il est, en fait, en tant que personne. Donc, je pense que ça ne s'improvise pas d'être start-upper. Et on sent vite. Autre différence de mindset, le chef d'entreprise, il va s'inscrire dans la durée. Parce qu'il va construire pas à pas. Alors sans aller jusqu'à l'histoire familiale où on va léguer l'entreprise à ses enfants, quand on crée une entreprise d'entrepreneuriat, de PME, on la crée pour la voir se développer. Le start-upper, il crée une entreprise pour la revendre en fait. Donc on est dans un espace-temps complètement différent. Et on lui demande même, au moment où il cherche des fonds pour croître, d'avoir en tête des scénarios possibles de ce qu'on appelle l'exit, c'est-à-dire du moment de la revente. Il y a plusieurs hypothèses possibles. Mais... Donc en fait, c'est un peu fou de se dire, je cherche des fonds pour développer ma boîte, mais j'ai déjà dans l'idée que dans 5-7 ans, je la revendrai, je ferai autre chose, je créerai autre chose. Donc il y a aussi l'amour de la création. Hein. Le start-upper, il va accompagner l'hypercroissance, mais il est bon aussi au début, quoi. C'est-à-dire qu'il arrive à créer dans la frugalité, il est créatif justement, il a des idées, il en veut, enfin voilà, tout ça, patron de PME, on l'a pas forcément, quoi. Non, et moi d'ailleurs, ça a été une vraie surprise quand Sophie m'a proposé qu'on accompagne des startups, ça a été de découvrir qu'on pouvait créer une boîte dans l'objectif de la vendre. Pour moi, c'était vraiment... je pensais même pas que c'était possible de créer une boîte pour la vendre, en fait, pour s'en débarrasser.
C'est un petit peu comme si on faisait des enfants pour qu'arriver à 10 ans, on les troque pour refaire d'autres enfants, quoi. Voilà, c'est... Bon, après, on fait des enfants pour qu'ils partent à un moment. Mais, Aussi. mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de bizarre, quoi. Ouais. Et justement, par rapport à ça, parce que tout à l'heure, on parlait en fait, on est en train de créer notre bébé, mais au même moment, le bébé va falloir peut-être être capable de s'en détacher par rapport, éventuellement, quand on fait une levée de fonds, il faut faire ceci ou cela. Mais au même moment, on crée un bébé auquel on est très attaché pour se dire, bon, au même moment, je vais entre guillemets, je vais m'en séparer. Comment est-ce que ça, tu le gères finalement au quotidien? Enfin, au quotidien. Alors nous, on n'est pas start-upers. Non. Ouais. Et comment les personnes Donc, que vous avez accompagnées, comment est-ce que eux déjà, quand vous leur dites ça, comment est-ce qu'ils réagissent? Est-ce que c'est OK pour eux? Est-ce qu'ils arrivent justement à couper le cordon, si on peut dire? Mais en fait, les start-upers qu'on accompagne et qui réussissent, c'est pas un sujet pour eux. Parce qu'ils sont déjà, quelque part, dans l'histoire d'après. C'est-à-dire que eux, leur trip, c'est de monter un truc, de le développer à fond la caisse, et ensuite de s'en séparer pour faire autre chose. Et du coup, c'est pas un sujet pour eux. Ça fait partie de leur vie d'entrepreneur. Ils le voient comme ça. Okay. Ouais. Et d'ailleurs, dans le mindset, l'entrepreneur, il est propriétaire de sa boîte avec ses associés et ça ne bouge pas. C'est-à-dire que c'est lui le patron, il n'a pas de compte à rendre. Un start-upper, il fait rentrer des investisseurs en échange de parts de son capital. Donc il se retrouve avec ce qu'on appelle un board et il doit rendre des comptes à des investisseurs minoritaires. Donc il faut accepter également de ne pas être tout à fait libre dans la boîte qu'on a créée, de rendre des comptes à des investisseurs, et finalement, c'est pas leur bébé, puisqu'ils commencent à donner une main, et puis au fur et à mesure des tours, un bras, 2 bras, à être minoritaires dans leur propre boîte. Donc c'est pas du tout le même rapport affectif à quelque chose qu'ils ont pourtant créé. Il y a vraiment ce côté ADN où quand je suis start-upper, je sais de base qu'il y a un moment, je vais devoir m'en séparer, simplement éventuellement peut-être différentes phases où on va, entre guillemets, faire le deuil petit à petit, comme tu dis, bon, on enlève le doigt, la main, le bras, et puis à un moment, on va vraiment s'en séparer. Oui, et puis un exit, il ne faut pas oublier quand même le côté business, c'est que quand tu fais un exit, tu touches de l'argent, quoi. Donc c'est aussi une forme de réussite. Enfin, nous, on n'a pas de tabou à parler d'argent, hein. Et donc pour le start-upper, c'est aussi son ambition, quoi. Okay. Donc, faire du cash, aussi, quoi, oui, pour réinvestir dans autre chose, hein, ou voilà, mais bon. Et d'ailleurs, on voit beaucoup de patrons d'entreprise qui ont fait des exits. Alors ça peut être de belles PME, hein. Moi j'avais une jolie PME. Le fait de faire un exit permet en fait d'avoir du temps libre, d'être prêt aux opportunités qui vous sont proposées, d'investir, c'est notre cas en tant que business angel dans d'autres entreprises. Donc finalement, vendre une entreprise, c'est pas la fin d'une histoire, c'est le début de plein d'autres histoires avec la liberté de ne plus être contraint par le temps, c'est-à-dire d'être forcé de se lever le matin. Mais quand on est amoureux, quand on entreprend, c'est qu'on aime travailler, hein, finalement. C'est presque une addiction, hein, dans certains cas. Et finalement, on coupe une addiction pour repartir toujours auprès d'autres entrepreneurs, en tant que business angel, pour créer une nouvelle boîte. Mais c'est pas rare, hein, que des start-upers qui ont réussi, qui ont vendu leur boîte, réinvestissent et accompagnent en fait des jeunes start-upers qui créent des choses. Ils adorent ça, en fait. Mais c'est intéressant là, ce que vous dites là sur l'exit, parce que j'ai eu l'opportunité de parler avec des personnes également qui ont fait des exits et qui ont exactement la même réaction que par exemple des athlètes de haut niveau qui vont avoir la médaille et qui se disent ça y est. Et au même moment, le grand, ce qu'on appelle la deuxième montagne, c'est-à-dire je vais avoir un grand vide, je me suis identifié à ma boîte est partie, qui je suis. Et on a ce moment de flottement où je ne sais plus trop qui je suis. Et justement, par rapport aux exemples que vous donnez, peut-être après de dire maintenant je peux accompagner d'autres personnes, je peux avoir une deuxième vie derrière. Bien sûr, ouais, ça. C'est des choses que vous avez éventuellement, toi, Jean, tu as vécu, ouais. Oui, c'est exactement ça. Quand j'ai vendu ma première boîte, il s'est passé 2 ans sans que je travaille. Et puis, quelqu'un est venu me voir pour me proposer de créer une boîte avec lui. Et j'y suis allé, en fait. J'avais du temps libre, j'avais de l'expérience, j'avais des choses à donner. Et puis, quand cette deuxième boîte a été vendue, Anne-Sophie s'est trouvée sur mon trajet, m'a proposé... par hasard, m'a proposé de cofonder Attica, et voilà, c'était reparti pour un nouveau challenge. Ok. Mais tu sais, c'est un petit peu comme dans le sport. Tu arrives à la fin d'une course, tu finis ton premier marathon,
tu dis plus jamais ça, quoi. T'as passé 3h30, 4h, t'as parfois passé 6h. Moi, mon premier marathon, 6h04. Et puis au bout d'une semaine, tu te dis, c'était bien quand même. Ouais. Et puis tu te relances dans un plan. Et puis quand t'as fait le tour de la chose, que t'as fait 6-7 marathons, moi j'ai un record en 3h15, bah, tu vas sur des distances plus longues. Et l'entrepreneuriat, c'est pareil. Tu peux faire ta même passion, qui est de travailler, qui est de faire prospérer des boîtes, mais en changeant de rôle, business angel, consultant, investisseur, ou recréer une boîte from scratch. Toi, tu étais vraiment toujours dans la même passion, mais tu peux faire de la route et puis après faire du trail. C'est exactement la même chose. Ok, c'est hyper intéressant là, ce que tu as, enfin la métaphore avec le sport, parce que j'ai vraiment l'impression que finalement, un entrepreneur, c'est un sportif de haut niveau qui ne le sait peut-être pas au fond de lui, mais quand tu regardes, c'est exactement généralement le même parcours. La seule différence que je note, c'est que parfois, autant le sportif de haut niveau a des moments de récupération, alors que l'entrepreneur, c'est déjà beaucoup moins évident à caler dans son agenda. Ouais, la récupération. Oui. Sauf qu'il doit apprendre à le faire quand même. Sauf qu'il doit apprendre à le faire quand même. Hyper important. Ouais. Nous, on le dit à beaucoup de nos clients, mais cet été, en tout cas sur le volet levée de fonds, lâche ton PC 15 jours. C'est-à-dire que c'est vrai que ça va t'embêter, ça va te démanger de plus traiter tes mails, mais c'est quand même salutaire de se ressourcer en fait, parce que c'est une période quand on travaille pas, quand on n'est pas en train de traiter ses mails, de chercher des clients, où on peut prendre du recul en fait. Et on a l'impression instantanément que je perds du temps. Mais en fait, non, on se refocus sur une nouvelle stratégie, on se réinterroge. Nous, c'est un travail qu'on fait tous les étés, où on fait une vraie coupure, qui n'est pas une coupure intellectuelle, parce que quand on crée une boîte, on y pense tout le temps, mais qui est une coupure stratégique. C'est-à-dire qu'on efface l'écume du quotidien pour se redonner un cap. Et pour revenir sur la levée de fonds, on a parlé tout le côté mindset. Est-ce que c'est dur nerveusement de faire une levée de fonds? Oui. On peut le dire oui. D'abord parce que c'est long, c'est des mois. Donc en ce moment, on est sur des délais pas en dessous de 9 mois, 8-9 mois. Okay. Peu importe le niveau de levée de fonds, ou en fonction des levées de fonds, dépendre. Ça va dépendre. Ouais, on va peut-être rentrer un peu dans le détail, mais nous, les levées qu'on accompagne en seed ou série A sont des niveaux de maturité de boîte, en fait, et de levée. C'est des mois, donc il faut tenir dans la durée. Donc cette capacité que Jean évoquait à se ressourcer et à s'obliger à se ressourcer, elle est hyper importante. Et c'est dur nerveusement parce qu'il y a des bonnes nouvelles et puis il y a des moins bonnes nouvelles, parce qu'il faut pitcher et donc répéter un peu la même chose de multiples fois. Donc il y a un effet usure et lassitude, parce que le business continue pendant qu'on lève des fonds. Donc il faut à la fois être focus sur sa levée de fonds, mais être aussi présent et continuer d'être présent, même si on peut s'organiser, mais auprès de ses équipes. Donc en fait, oui, c'est dur nerveusement. Et nous, quand on accompagne des fondateurs, c'est pas rare qu'on les ait en fin de journée, de temps en temps, pour 2 heures de débrief, quoi. Et moi, je pense que c'est bien d'être accompagné, y compris sur son mindset, quand on lève des fonds. Ça, c'est clair. On a eu le cas, si on prend une anecdote, un fondateur qui avait un beau projet, un projet pas high-tech du tout, pas deep tech, pas de brevet, et qui s'était fixé mentalement d'avoir bouclé sa levée pour Pâques. Sauf qu'à Pâques, la levée n'était pas bouclée. On avait trouvé, nous, les investisseurs, on l'avait mis en contact avec 42 investisseurs, mais après, il y a ce qu'on appelle une due diligence, où les avocats vont ouvrir le capot et puis regarder la réalité. Et c'est long. Et c'est long, c'est frustrant pour le fondateur, et malgré tout, ça avance, et on a une date de closing, c'est-à-dire la date officielle de fin de levée, où tu as l'argent sur ton compte, qui était fixée au 31 juillet. Et 29 juillet, il y a un investisseur qui n'avait pas mis l'argent. 30 juillet, un investisseur qui n'a toujours pas mis l'argent. Le 31 juillet, malgré les relances, il n'était pas là. Le 1er août, silence radio. Le 2 août, il annonce qu'il ne va pas financer. Et une levée de fonds, c'est un tout. C'est-à-dire qu'on acte que la levée se fait sur l'ensemble de l'enveloppe. Et s'il manque 1 euro, la levée ne se fait pas. Et là, on a un investisseur, il n'a pas mis son million d'euros. Donc on a ramassé le fondateur à la petite cuillère le 2 août, parce que lui c'était fixé Pâques déjà, pour finir sa levée. On lui a dit, écoute, c'est le mois d'août, il n'y a plus personne, tu vas te reposer, tu oublies la levée, et nous on sera là à tes côtés en septembre. Mais il y a des moments, effectivement, où en fait le fondateur il est au fond, quoi.
À ce moment-là, il est marquant pour nous. Ouais. Parce qu'en fait, il est prêt à tout lâcher. Donc nous, on se fait fort d'être à ses côtés, de lui dire, va te reposer, quoi. Parce qu'il n'y a rien à faire, en fait. Au mois d'août, en plus, il n'y a rien à faire. Et nous, on sera là. Ouais. Et en septembre, on a été là. On a rediffusé son dossier à des nouveaux investisseurs. Et en plus, on a réussi à sursouscrire la levée, c'est-à-dire qu'il attendait 4 millions. On lui a levé 4,7 millions grâce à un fonds asiatique. Donc, malgré ces aléas que lui a mal vécu humainement, et ça se comprend, il a eu plus d'argent que ce qu'il attendait initialement. Alors, c'était pas pour Pâques, c'était un peu pour la Trinité, si on reprend nos chansons d'enfants. Mais effectivement, nerveusement, c'est très très dur pour un fondateur. Mais après, ça se comprend, parce que finalement, une levée de fonds, l'enjeu, c'est quoi? C'est ta boîte. L'enjeu, c'est la suite de ta boîte. Si tu lèves pas, la plupart des fondateurs qu'on accompagne, s'ils lèvent pas, ils arrêtent, quoi. Donc, quand on sait l'importance que ça revêt pour eux, on comprend que oui, c'est dur nerveusement. Oui. Mais il faut avoir cette capacité à prendre du recul, quoi, en se disant, il y a un enjeu, mais en même temps, on n'est pas sur des enjeux vitaux non plus. Donc, prendre du recul et en même temps rester focus et acharné, quoi. C'est pas vitaux, mais en même temps, tu as dans ton équipe des gens qui comptent sur toi, que tu as recrutés, il faut que tu verses leur salaire. Et rappelons que la start-up perd de l'argent. Donc son compte en banque ne fait que diminuer, contrairement à un entrepreneur qui doit assurer l'équilibre. Donc quand tu sais que tu vas devoir te débarrasser de personnes ou déposer le bilan, parce que tu peux plus les payer, tout simplement parce que tes charges sont supérieures à ton chiffre d'affaires, c'est très très dur à vivre, même si ce n'est qu'une entreprise. Une entreprise, c'est quand même une somme de liens humains, en fait. C'est hyper intéressant, finalement. C'est au même moment, je construis mon bébé, mais au même moment, je dois pouvoir m'en détacher, parce que si lui vit les oscillations émotionnelles, que moi également, je les vis, mais je ne les vis pas au même degré que lui, parce que sinon, derrière, mentalement et psychologiquement, comme vous dites, tu peux être à ramasser la petite cuillère. Et puis, c'est pas rare en ce moment, parce que le contexte de la levée de fonds est quand même assez dur, assez ardu, c'est pas rare qu'une levée, on dit, s'enlise. Et parfois, il faut envisager des plans B, mais des plans B un peu radicaux. Oui. Donc, se séparer, comme tu le disais, de collaborateurs, aller à la banque pour tenter d'avoir un prêt, enfin tout ça c'est dur, quoi, c'est dur. Aller voir ses proches, ses voisins, sa boulangère, ses parents, pour qui sont pas des business angels, mais pour apporter du cash en fait. Donc il faut, alors que quand on a un fondateur qui rêve de lever 2 millions, et puis qu'on lui dit maintenant, écoute, si on fait rien, on va peut-être faire une levée à 300 000, mais c'est autre chose. Réviser son ambition. Il faut réviser l'ambition à la baisse. Ça veut dire que s'il a que 300 000 et pas 2 millions, ce qu'il voulait faire l'an prochain, il va falloir 3 ans pour le faire. Et on est là aussi, nous, pour faire prendre conscience aux fondateurs que est-ce qu'il vaut mieux qu'il reste sur sa forte ambition au risque de planter la boîte s'il ne lève pas, ou est-ce qu'on passe à un plan B qui est peut-être moins glamour dans son esprit, mais qui est la façon de pérenniser son idée. Ça c'est intéressant, mais j'aime beaucoup également le domaine de la piraterie, d'avoir son île au trésor, d'avoir son bateau, et que parfois, et c'est exactement ce que quand tu traverses finalement la Manche, si tu vas tout droit, forcément tu vas être, les courants vont te déporter. Et tu es obligé de faire un détour et tu penses perdre du temps qui au final vont te permettre d'arriver à ton but. Oui. Donc c'est d'arriver à avoir une vision, de savoir exactement où est-ce que j'ai envie d'aller, mais d'être capable de dire je vais faire 2 pas en arrière parce que je sais que ça va me permettre de faire peut-être 5 pas en avant. Donc la capacité à revoir à la baisse pour aller plus loin, finalement si tu n'es pas préparé à ça et que on te l'apprend du jour au lendemain, j'imagine que ça doit pas grincer des dents, mais au niveau psychologique, pouvoir encaisser ça, si tu n'es pas prêt, ça doit... Mais après, c'est un principe de réalité, quoi. Tout à fait. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut être dans la vraie vie, et si ça ne marche pas, il faut faire autrement. Donc il faut faire un détour sur la trajectoire. Oui. Voilà. On a eu le cas d'un projet très deep tech, très cash intensive, où les fondateurs avaient prévu 8 tours, 8 levées de fonds consécutives, étalées sur 10 ans, pour lever 1 milliard d'euros au total. Et la première levée s'était bien passée, et sur la deuxième, on a eu en un mois 110 réponses négatives et seulement 2 rendez-vous dans le domaine de l'aéronautique. Et en fait, devant ce constat chiffré, nous on leur a dit, on a contacté tous les investisseurs, ou 95% des investisseurs dans le domaine de l'aéronautique, 110 refus, 2 rendez-vous. Ils ont tout de suite pivoté, c'est-à-dire qu'ils ont eu l'intelligence face à la réalité qu'on leur présentait,
non pas de s'entêter et de dire oui, mais on n'a pas vu tous les investisseurs. Ils se sont dit, finalement, notre trajectoire de levée en equity n'est pas la bonne vis-à-vis de ces investisseurs. Et donc, ils sont passés chercher l'argent avec des partenariats industriels auprès d'équipementiers de l'aéronautisme pour que, finalement, monter des joint ventures pour continuer à avancer dans leur projet malgré l'échec de la levée. Et ça marche d'ailleurs. Et ça marche. Donc plutôt que de perdre 15 mois et finalement de déposer le bilan, ils ont tout de suite pivoté en un mois, voyant que la levée en equity, en capital, n'était pas la bonne finalité pour eux. Okay. Ça s'appelle transformer la contrainte en opportunité, mais au moins, ils ont, en un minimum de temps, été au clair sur leur stratégie de croissance. L'equity n'était pas le bon chemin. Ok, donc c'est la capacité finalement à pouvoir t'adapter dans n'importe quelle situation et faire un volte-face si tu as besoin de le faire. Bien sûr. Mais encore faut-il que les CEO, les fondateurs, aient l'intelligence de pivoter. Nous, on a vu des gens s'acharner sur une levée qui n'avait aucune chance d'aboutir, en fait. Okay. À quel moment, pour rebondir dessus, tu t'arrives à faire la différence entre la persévérance et l'entêtement? C'était une très bonne question. Je pense que... Je ne sais pas si on peut se dire à quel moment on voit la différence, mais c'est sûr que persévérer, c'est bien. Il faut persévérer, il ne faut pas lâcher, il faut explorer, tester, itérer. Mais à un moment, il faut être capable de se dire, là, on ne va pas vendre, par exemple, une nouvelle offre, on ne va pas la vendre, on pivote, on fait autre chose. L'entêtement, ça... Je crois que l'entêtement, c'est à partir du moment où la persévérance commence à faire prendre de mauvaises décisions. Okay. Alors, commercial, technique, recrutement, stratégique. Mais je pense que tant qu'on est vraiment dans la persévérance, mais il ne faut pas être dans le credo. Ouais. En fait, il faut être fort sur ses assises, fort sur ses fondamentaux, mais agile, en fait, au sommet. Parfois, il y a des vents contraires, okay. Tu le disais, pour traverser, ou des courants contraires pour traverser la Manche. Et on accepte ces courants. On apprend toujours que si on se fait emmener vers le large, il ne faut pas lutter contre le courant. Okay, et l'entêtement, c'est de lutter contre le courant. Oui, ça. Alors que la persévérance, c'est de se dire, je vais me laisser déporter et puis j'irai sur la plage suivante. Ok, mais ça, t'as vraiment, de mon point de vue, tu as besoin d'avoir quelqu'un extérieur à ta boîte, ou du moins que ce soit des associés ou quelqu'un qui t'accompagne. Parce que quand tu as la tête dans le guidon, c'est très difficile d'avoir le recul. Et même si tu as le recul, tu l'as par rapport à ton point de vue. Non, mais je suis d'accord avec ça. Et c'est vrai que d'être deux, quand tu as une boîte, c'est quand même vachement utile. Parce que tu peux être dans le risque de ne pas voir et de ne pas vouloir voir parce que tu ne veux pas renoncer. Parce que c'est ton bébé, parce que c'est toi qui as conçu l'offre. Mais à un moment, il faut quand même se rendre à l'évidence. Ouais. Et l'autre est plus en mesure de le dire. Voilà, donc, et ce qui suppose que ton associé ait une vision complémentaire à la tienne. C'est-à-dire que c'est facile avec un pote d'enfance de monter une boîte. On se connaît par cœur, on a grandi ensemble, on est presque consanguins, on a fait les mêmes fêtes, on a fréquenté les mêmes filles. Mais du coup, tu t'apportes rien mutuellement. Alors c'est facile au quotidien parce que tu penses pareil. Mais il n'y a plus personne pour te challenger. Alors que quand on a des avis, des expériences, des trajectoires différentes, c'est ce qu'on a avec Sophie, très souvent au quotidien, on n'est pas d'accord. Donc très souvent, c'est pas fluide. Mais par contre, quand il y a une vraie décision à prendre, on peut écouter l'autre. C'est-à-dire que l'autre va nous apporter un regard radicalement différent, ou en tout cas complémentaire, ce qui permet d'éviter l'entêtement. Mais c'est une très bonne question, parce que souvent on se fait de la réflexion. Arrêtons d'être persévérants, ne basculons pas dans l'entêtement, quoi. Hyper important. Et c'est vrai, c'est quelque chose qui est vraiment pas du tout évident. Je le vois également avec Julien, qui est mon associé sur Kraken. C'est lui la partie très sales. Moi, j'ai plutôt la partie création de contenu. Et des fois, on est en contradiction, mais au même moment, ça permet d'avoir. Moi, j'aime beaucoup. Il y a une réalité, et on a chacun notre paire de lunettes. Et en fonction de la paire de lunettes qu'on a, on voit une couleur. Et le but, c'est de se dire, de voir l'intégralité de toutes les couleurs. Et parfois, il y a des couleurs qui ne nous plaisent pas. Mais j'ai souvent noté que les couleurs qui ne nous plaisent pas, c'est des choses qui nous challengent personnellement. Donc, c'est la capacité à lâcher certaines choses, c'est la capacité à se dire, en fait, ça me challenge énormément et c'est la raison pour laquelle je fais de la procrastination active, donc je n'y vais pas. Mais lui, il met le doigt dessus, donc je vais être obligé d'y aller. Donc, finalement, il est souvent le miroir de toutes les problématiques, tous les problèmes inconscients qu'on peut avoir. C'est tout à fait juste. Et donc là, on était beaucoup sur le côté levée de fonds. Donc, à partir du moment où tu as une levée de fonds, alors je ne sais pas si c'est uniquement dû à la levée de fonds, mais tu vas avoir une phase d'hypercroissance.
cette phase d'hypercroissance qui suit, dites-moi si je me trompe, la phase de levée de fonds. Comment est-ce que tu la gères, sachant que j'imagine que tu dois déléguer beaucoup de choses, que ta posture et ton identité de CEO, de fondateur doit changer du tout au tout. Comment est-ce que tu gères cette situation-là ? Alors, lever des fonds, oui, quand tu as levé des fonds et que tu as des millions sur ton compte, tu dois les dépenser pour faire ton hypercroissance. Donc, tu vas recruter, peut-être recruter à l'étranger, tu vas devoir développer tes offres, enfin voilà, c'est que du changement. Tu es dans un contexte de changement et finalement, ce changement de ton organisation t'amène toi-même à changer. Tu dois changer. Alors la délégation, c'est un des trucs importants dans le changement, c'est que chaque jour, tu vas plus faire la même chose. Donc tu dois, au fur et à mesure que tu recrutes, que tu t'organises autrement, que tu te développes, et ben en fait, ton activité, elle bouge. Donc tu dois être en mesure de lâcher ce que tu aimes faire. Parce qu'en général, tu as des marottes, il y a des trucs que tu adores faire, sauf que ta valeur, elle n'est plus là. Ta valeur, elle va être dans la stratégie, être le bon chef d'orchestre de tes équipes, aller dans des rendez-vous commerciaux hyper importants à enjeu. Donc en fait, tu lâches tous les jours, chaque période, tu dois lâcher des choses. Donc cette capacité-là à finalement prendre des costumes différents au fur et à mesure que ta boîte grandit, bah ouais, c'est un truc assez, exigeant, quoi. Exigeant. Et on est là pour leur dire, en fait, pour mettre cette réalité en face. Un de nos premiers clients, c'était un gars qui n'avait jamais travaillé en entreprise. À Brest, il était en train de boire des bières. Quand on boit des bières, on va se soulager un peu. Il va pisser dans le port, dans la rade, et il voit des filets de pêche qui traînent. Il se dit, qu'est-ce que ça devient ces filets de pêche ? Il en a fait d'abord son projet de fin d'études, et puis ensuite il a créé son entreprise, donc sans jamais avoir travaillé en fait. Et puis il lève des fonds, et on le rencontre dans ce contexte de lever des fonds. Et on lui pose une question auquel il ne sait pas répondre. Certains de ses associés s'étaient vendus des parts, il ne savait pas le prix de ses parts. Et on lui a dit, mais Théo, maintenant tu n'es plus étudiant, tu es chef d'entreprise. Donc ça, tu dois avoir les réponses. Premier step. Ensuite, dans la levée, son projet attirait bien les investisseurs. On lui a dit, mais maintenant Théo, tu peux plus être un chef de PME qui récupère des filets de pêche, qui les transforme pour faire de la circular économie. Tu n'es plus le patron d'une PME au fin fond de la Bretagne. Tu es un chef d'entreprise qui va s'attaquer à tout le littoral de l'Europe et nord-africaine. Et donc, il faut leur rappeler en permanence qu'ils ont changé, alors dans un espace-temps très réduit, il s'est passé 2 ans et demi. C'est ça la difficulté. C'est ça la difficulté. C'est comment grandir très vite. Allez-y Sophie. C'est le temps court, non mais c'est ça. Et on peut même évoquer le moment en fait de la levée de fonds, parce que souvent, un start-upper, au départ, c'est un ingénieur qui a une super idée, qui a développé, qui a fait une thèse et qui a un produit qu'il va pouvoir mettre sur le marché. Et ce passage-là entre le costume d'ingénieur que nous, on côtoie en fait au début de l'histoire et le passage au fait de devenir entrepreneur et CEO, c'est pareil. En un temps court, il faut changer de costume. Il faut lâcher les schémas détaillés, il faut lâcher le goût du détail, il faut lâcher en fait ce qui a façonné l'histoire du bonhomme pour devenir chef d'entreprise. Donc en fait, ce changement de costume, il s'opère avant la levée de fonds, souvent, mais aussi quand tu as levé des fonds, parce que tu n'es plus le même patron, quoi. Ouais. Et puis, il y a des personnes qui n'arrivent pas à changer de costume, qui ne sont pas faits pour être CIO finalement, ce sont des ingénieurs, ce sont des concepteurs, et qui s'aperçoivent qu'ils ne sont pas faits pour être CIO, parce que vendre, ça les ennuie, manager, ça les ennuie, gérer la relation investisseur, ça les ennuie. La finance, ça les ennuie. La finance, voilà. Et qui acceptent, on a eu le cas là récemment sur un super projet pour lutter contre la dégradation du climat, où le fondateur a accepté de passer dans la cellule R&D et de transmettre les clés de son entreprise à 2 co-CIO qui, eux, étaient capables, n'avaient pas les compétences techniques, mais étaient capables de porter à l'international, d'aller vendre le concept de ce gars-là. Ça, c'est hyper intéressant. Ça a amené j'avais cette question-là, tu y as répondu. C'est le fait, est-ce que les personnes que vous accompagnez, finalement, anticipent le fait qu'entre l'idée que j'ai et là où est-ce que ça va m'amener,
que je vais devoir finalement arrêter de bricoler mes filets de pêche, mais que je vais devoir parler devant des investisseurs et devoir changer de costume. Est-ce que c'est des choses qui sont déjà, il y a une graine qui est déjà dans l'esprit, ou c'est des choses que parfois on dit « Oh putain, je m'y attendais pas, il y a tout ça je vais devoir changer ». Non, moi, je crois qu'au départ, ils n'ont pas ça en tête. Ouais. Enfin, nous, quand on les cueille au début de l'histoire, ils ne l'ont pas en tête. Mais par contre, nous, on va être des accélérateurs parce qu'on va leur faire prendre conscience de ce changement qui est complètement nécessaire, quoi. Mais on ne peut pas anticiper ça. On ne peut pas anticiper son propre changement. C'est les faits et c'est à l'épreuve des faits et de l'histoire que ça se fait, quoi. Ouais, et d'ailleurs, beaucoup de nos clients sont en province, voire à l'étranger, mais beaucoup en province. Beaucoup de nos clients ont déjà eu un parcours professionnel avant, donc dans des boîtes classiques. On a beaucoup de quarantenaires ou de quinquagénaires parmi nos clients, et donc n'ont pas vécu la réalité d'une start-up. On voit la différence avec des jeunes start-upers issus de grandes écoles commerciales parisiennes qui ont trempé déjà à travers leurs études dans l'écosystème start-up et qui donc ont rencontré aussi à des soirées à Station F d'autres entrepreneurs qui ont réussi, qui se sont un peu imprégnés de ces contraintes d'hypercroissance, de délégation, qui ont regardé des séries aussi. Il y a des séries sur des start-up, sur Uber, sur WeWork, sur Spotify qui apprennent aussi ce que c'est. Mais dans la plupart des cas, pour des gens qui ne sont pas préparés à cette hypercroissance, c'est vrai que ça fait une accélération très très forte. Et d'ailleurs, les investisseurs, pour financer des projets, vont regarder la solidité du projet en tant que tel, mais ils vont aussi regarder le profil du fondateur ou de l'équipe fondatrice, et ils vont aller chercher et évaluer, ils vont chercher à évaluer le potentiel, en fait, de ces CIO. Est-ce qu'ils sont en mesure d'exécuter le projet qu'ils ont décrit dans leur deck? Parce que c'est pas donné à tout le monde, quoi, cette capacité d'exécution. On peut être un excellent ingénieur, excellent concepteur, mais pas avoir, et c'est pas grave, ce qu'il faut pour aller parler business. Alors dans ces cas-là, il y a soit ce que vous évoquez là, c'est-à-dire je lâche l'affaire, soit je m'entoure aussi de gens dont les compétences seront complémentaires aux miennes. Je garde la barre, mais je m'entoure des bons profils. Hyper important de savoir s'entourer aussi, parce qu'on peut pas tout avoir. On peut, mais c'est rare. Ouais. C'est intéressant, depuis qu'on discute, finalement, il y a une grosse partie sur l'état d'esprit finalement du start-upper, sur la capacité finalement à anticiper les choses, la capacité à changer de casquette très rapidement, de changer mon identité, parce qu'entre, comme on disait, le mec qui ramasse les filets de pêche dans le port et la personne qui va pitcher devant des investisseurs, qui va avoir sa boîte qui va monter, qui va tout le littoral français, il y a un moment, est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent entre guillemets se perdre en chemin en se disant mais pourquoi j'ai lancé ça, je suis plus aligné et entre guillemets j'ai envie de tout foutre en l'air? Alors on l'a vu, le tout foutre en l'air. On reçoit des CIO qui ont lancé une levée et puis au bout de 6 mois c'est planté, y compris avec certains de nos confrères leveurs, c'est planté, ils sont au bout de leur vie, et quand ils nous contactent, on a eu le cas une fois pour une belle medtech avec de l'intelligence artificielle, le fondateur a dit j'en ai marre, je vais vendre la boîte. Nous, ça ne nous arrangeait pas trop parce qu'on ne pouvait pas travailler avec lui. Mais ça a été son premier point, en fait. De la saturation qui n'entraînait pas « je vais me faire accompagner, je vais voir un coach ». C'était « je vais vendre la boîte, quoi. Je veux rompre avec ce malaise que je ressens en moi, dans mes tripes. Je ne suis pas compris, les investisseurs ne viennent pas, j'ai plus d'argent, je suis stressé. Et donc, c'est la fuite, c'est reptilien. Je vais vendre la boîte, je vais fuir cette situation ». Et finalement, on l'a convaincu que sa boîte avait du potentiel, qu'on allait l'aider dans sa levée. On a été au bout de la levée. Il ne parle plus jamais de vendre sa boîte. Ok. C'est de remettre un petit peu l'église au milieu du village. Et ce qui est intéressant, c'est ça revient un petit peu avec ce que je fais quand j'accompagne des entrepreneurs également. C'est tu as ton île au trésor. Sauf que ton île au trésor, tu ne sais pas si tu vas y arriver. Tu ne sais pas quand tu vas y arriver. Tu ne sais même pas si tu vas y arriver, si tu vas vraiment autant kiffer que ce que tu avais imaginé. Donc c'est de te dire, je suis ici. Je vois très bien où je veux aller, mais au même moment, c'est de la mettre de côté pour me focaliser uniquement sur le process et tous les challenges que je vais avoir étape par étape, pour à un moment peut-être y arriver. Mais de vraiment focaliser sur le processus et de kiffer également le process que tu peux avoir. C'est quelque chose que vous également, vous revoyez dans le domaine de la start-up. Ouais, mais du coup, moi, j'utilise une autre image, plutôt la montagne. C'est-à-dire que, en fait...
Sur la roadmap, il y a le haut de la montagne, c'est le sommet, mais en fait, pour y arriver, il va falloir faire quelques haltes dans des refuges. Donc en fait, c'est découper l'ambition en objectifs intermédiaires, quoi. Ça, oui, bien sûr. Et puis de temps en temps, il faut cranter les acquis pour pas te mettre à dévisser de ta paroi. Donc, faut cranter, je sais pas, sur ton management, faut cranter à un moment donné sur ton produit. Tu peux pas continuer à développer ton produit sans cesse, sinon il est tout le temps instable. Si tu es sur un logiciel, par exemple, à un moment donné, il faut accepter de dire, bon bah, on l'a déjà vendu. On va pas faire de nouveaux développements pendant 3 mois, le temps de revisser tout ce qui est un peu bancal. Donc il y a des moments où il faut savoir se poser un peu. En fait. Je pense que une fois que tu as levé, il faut avoir la capacité à voir le court terme, le moyen terme et le long terme. Donc avoir une vision assez claire de là où tu veux être à chaque étape. Et en même temps, c'est ça qui est fou, c'est que en même temps, il faut aussi faire preuve d'opportunisme entrepreneurial. Parce que si à moyen terme, tu as un truc qui arrive que tu n'es pas prévu, c'est pas parce que tu as ton plan qui est bien écrit quelque part qu'il faut refuser l'opportunité. Il faut y aller, avec souvent un peu d'intuition. Voilà. Donc en fait, il faut à la fois avoir le plan, mais pas trop ficelé pour être en capacité d'absorber, d'accueillir et d'exploiter des opportunités. Et ça, c'est compliqué dans la relation aux investisseurs. Parce que l'investisseur, il te met ou la somme des investisseurs te met 2, 3, 4, 5 millions sur ton compte en échange de 20% du capital, parce que tu leur as dit, je vais faire A. Et comme le dit Sophie, une nouvelle opportunité fait que tu vas faire A et puis B. Mais les investisseurs n'ont pas signé pour B, en fait. Donc il faut que tu arrives à les convaincre que B, c'est bien aussi. Sauf que, même s'ils n'ont que 20% du capital, ils ont mis 5 millions. Donc, de discuter avec des gens qui sont minoritaires, qui n'ont pas créé la boîte, qui ne sont pas aussi investis que toi, mais quand même qui ont mis pas mal d'argent, ça demande un vrai talent. Et on ne l'a pas cité tout à l'heure, mais les capacités de com, à communiquer, à entrer en relation de la bonne manière avec tes investisseurs, c'est fondamental. Donc il faut avoir là aussi une jolie palette de couleurs et avoir le bon style au bon moment avec le bon interlocuteur. Donc il faut convaincre, quoi. L'oral, c'est hyper important. Et justement, ça par rapport à l'oral, ça tombe bien que tu abordes ce sujet-là. On en avait parlé tout à l'heure quand on avait pris le café, le fait où je donnais la comparaison que quand tu boxes, tu as beau avoir toutes les compétences, si le jour J tu stresses, tu ne vas pas exploiter ton plein potentiel. Comment déjà tu te prépares pour pitcher et comment tu vas gérer éventuellement le fait d'aller pitcher devant des investisseurs où tu te dis en fait c'est soit je suis bon et j'ai entre guillemets mes millions, soit je suis pas bon et je repars la queue entre les jambes et on est reparti pour un tour. Donc j'imagine il y a une grosse pression quand tu vas pitcher devant des investisseurs. Oui, il y a de la pression. Après nous, on décroche une trentaine, quarantaine de rendez-vous pour nos clients. Donc, chaque pitch n'a pas un enjeu non plus monstrueux. Mais quand même, un premier pitch, c'est l'opportunité de rentrer dans un processus d'instruction. Et donc, c'est une opportunité pour alimenter le développement de ta boîte. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut, que le CEO ait conscience qu'il pitch devant un investisseur, pas devant un client. C'est pas le même discours. Pas devant un salarié. Pas devant un salarié, pas devant un banquier, pas devant un fournisseur. C'est un investisseur. Donc nous, on connaît les codes et c'est là notre valeur. On arrive à éduquer et à apprendre, tu parlais tout à l'heure des lunettes, au CIO à mettre les lunettes de l'investisseur et en gros, à lui raconter l'histoire de la bonne manière. Hyper important. Il faut se préparer. Donc nous, on n'envoie pas pitcher nos clients sans qu'ils soient prêts. Et quand on dit prêt, c'est à 360 degrés. Sur toutes les dimensions de la boîte, il faut qu'ils aient un storytelling qui tienne la route. Et il ne s'agit pas de raconter des histoires, il s'agit de raconter la vérité, mais avec des arguments susceptibles d'être attractifs pour l'investisseur. Et nous, ce qu'on leur suggère par rapport à ce stress que tu évoquais, c'est parce que quand on en diffuse un dossier, comme on connaît hyper bien les thèses des investisseurs, on hyper sélectionne les thèses pour que le dossier aille à des investisseurs qui vont être intéressés par le dossier. Donc très vite vont tomber 30 ou 40 rendez-vous, Sophie en parlait. On dit à nos clients pas plus de 2 rendez-vous par jour.
parce que même si le discours est rodé, il y a une nervosité interne que ne ressentent pas forcément les fondateurs, mais qui entraîne de la fatigue. Donc si au troisième on arrive avec moins de pétillance, moins d'éclat, avec l'impression de devoir déclamer un rôle, pour l'investisseur c'est la première fois qu'il vous voit. Donc on dit pas plus de 2 rendez-vous par jour, parce que nerveusement c'est épuisant. On leur dit ne décrochez pas la visio en ayant à moitié terminé un mail, prenez un quart d'heure pour respirer, pour boire un verre d'eau, pour aller boire un café avec vos équipes. On leur dit mettez-vous une petite musique entraînante comme avant de monter sur un ring, hein, comme tu fais, quoi, pour te mettre dedans, quoi, hein. Et on leur dit prenez du plaisir. Donc laissez tomber le PowerPoint, on récite pas, on est dans un truc qui compte, quoi. Donc en fait, il faut qu'ils rentrent en relation avec l'interlocuteur. On leur dit, c'est pas un tunnel, c'est pas un monologue, c'est un échange. Et comme pour un recrutement, en fait, quand vous commencez à échanger avec le recruteur, c'est pas gagné, mais c'est en bonne voie. Si vous êtes là à présenter votre truc pendant 25 minutes, l'autre dort en face, ça marche pas. Donc on leur dit, allez les chercher. Il faut discuter, en fait. Oui. Voilà, donc on a tout un tas de conseils. Oui. Si t'es meilleur le matin, prends tes rendez-vous le matin. Voilà. L'énergie. Pas 14h après le repas. Oui. Si tu as de l'énergie le soir après avoir fait ton footing, organise tes pitchs à 17 et 18h avec les investisseurs. On n'a qu'une seule fois l'occasion de faire bonne impression avec un investisseur. Si le premier rendez-vous se passe moyen ou pas bien, il n'y a pas de deuxième rendez-vous. Okay. Donc c'est vraiment le fait, comme tu dis, de faire une première bonne impression. Et ce qui est intéressant, au-delà de bien préparer finalement son pitch, c'est, dites-moi si je me trompe, mais il y a également le côté humain, où est-ce que je le sens pas, oui. Et la certitude que tu vas dégager, c'est pas tellement les mots que tu vas dire, même s'ils sont très importants, mais c'est également la manière dont tu vas les dire qui font que derrière, en fait, j'ai envie d'aller avec lui. Oui. Mais ça, c'est les principes de base de la communication, hein. Le message compte, mais ce qui compte, c'est la manière avec laquelle tu vas donner ces messages, quoi. Et oui, il faut capter son interlocuteur. Ouais. Surtout que l'investisseur, il investit pour 5-7 ans dans une boîte, donc il faut qu'il ait envie de bosser sur 5-7 ans avec le fondateur. Donc si tu donnes pas envie qu'on bosse avec toi, un peu comme quand tu veux recruter quelqu'un, hein, si tu donnes pas envie qu'on bosse avec toi, l'investisseur, il va pas venir. Ouais, c'est une relation que également vous créez sur du moyen long terme. Exactement, il faut entrer en relation, c'est ce qui compte. Ok. Top. On parlait tout à l'heure d'échanges, quand on échangeait sur le côté où toi tu fais des courses très longues. On avait parlé également du fait que quand tu es start-upper, c'est également quelque chose qui peut être très long et que tu dois justement être capable d'encaisser tous ces kilomètres. Je me souviens plus exactement la métaphore que tu avais employée, mais qui me semblait très pertinente. Donc si tu l'as en tête, je serais vraiment... Je vais être bloqué là. Excuse-moi. Non, j'ai plus la métaphore. Qu'est-ce qu'on a... Donc finalement, c'est ta capacité à encaisser les kilomètres que tu vas forcément avoir, j'imagine, des états émotionnels où tu as envie d'arrêter, où tu es bien, où tu peux avoir également... Effectivement. Ouais. Alors, quand tu es sur un ultra-trail, hein, par exemple, parce que c'est très à la mode en ce moment, mais c'est juste le dépassement de soi. Et une entreprise est une autre façon de se dépasser que de monter sur un ring ou de faire un ultra-trail. C'est que finalement, dans les coups de moins bien, les coups de tempête, tu dois te fixer des micro-objectifs. Quand tu es sur la Diagonale des Fous, hein, qui est 160 km avec je ne sais plus combien de milliers de dénivelés, si tu commences à réfléchir à la ligne d'arrivée, et qu'il te reste 100 bornes et que tes jambes ne te portent plus, jamais tu vas y arriver. Si tu es chef d'entreprise et que tu dis je dois devenir rentable avant 3 ans parce que sinon je dépose le bilan, jamais tu vas y arriver. Ça va trop te donner le vertige. Donc il faut être sur des micro-objectifs. Tiens, je vais arriver en haut de la pente et puis je ferai le point là-haut. Puis en haut de la pente, ce qui est bien, c'est que derrière, ça redescend, forcément. Donc, tu vas retrouver de l'allant. Et dans une entreprise, c'est exactement pareil, en fait. Tu dois te fixer des micro-objectifs, ne serait-ce que par fierté, hein, pour les atteindre, et ne pas trop réfléchir à la suite de l'aventure. De toute façon, quand on est entrepreneur, on ne la connaît pas, la suite de l'aventure. Ouais. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on entreprend. C'est pour être surpris, c'est pour se révéler à soi-même. Ouais. Mais alors du coup, je veux bien apporter un complément, parce que moi, j'ai été salariée pendant toute ma vie. Et ça fait 4-5 ans que je vis cette aventure, alors au sein d'Attica, là, de chef d'entreprise. Et c'est vrai qu'il faut quand même, je me rends compte, une sorte quand même de force mentale, parce que sinon, tu ne tiens pas, en fait.
Quand tu es salarié, tu as ton salaire tous les mois, quoi que tu fasses. Bon, moi, j'étais une grosse bosseuse déjà, mais là, c'est quand même... il y a une implication qui est éminemment forte. Si tu fais rien, tout s'arrête. Donc, faut avoir la niaque, quoi. Enfin, je trouve. Alors, c'est vrai que raisonner en micro-objectif, ça aide, en fait, à tenir dans la durée. Parce que si tu fais plus rien, en fait, il se passe rien, quoi. Voilà, bon, on sort un peu du sujet, excusez-moi, mais ça m'a amené cette réflexion. C'est que c'est quand même un truc qui est, quand tu as été salarié, qui est différent. Donc il faut être capable de... Et je pense que tout le monde, on n'est pas tous égaux devant cette capacité-là. Ouais. Notamment, Sophie a bossé sur une nouvelle offre au sein d'Attica pendant 4 mois. Elle me dit un matin, mais on n'y arrive pas, on n'en vend pas. Je dis, mais attends, on a 5 candidats qui nous ont demandé un devis, qui ont le contrat, on va essayer d'en vendre un. Ouais. C'était notre micro-objectif. Et puis une fois qu'on en a vendu un, ça veut dire que l'offre, elle peut intéresser. Et derrière, ça fera boule de neige. Donc on attend cette semaine, impatiemment, le 1, mais qui sera peut-être 5 en fait. On n'en sait rien. Donc il faut se fixer ce micro-objectif aujourd'hui, qui est nous, d'en vendre un de ce nouveau produit, ce nouveau service. Et j'aime beaucoup ça dans l'entrepreneuriat. Alors c'est un de mes mantras, c'est pas ça ne marche pas, c'est qu'est-ce que je peux améliorer. Donc d'avoir des KPI notamment, de voir également, moi j'aime beaucoup le côté, comment on peut appeler ça, sur une chaîne d'assemblage d'une voiture. Tu as des pièces détachées au départ et à la fin tu as une voiture. Si la voiture il lui manque un phare, c'est pas la voiture ne marche pas, c'est où sur la chaîne d'assemblage on a mis des phares. Ah, on s'est aperçu qu'on n'a pas serré les boulons, donc on resserre et on voit ce que ça ressort. Et d'avoir comme ça ce modèle où tu es toujours en train d'améliorer et parfois cette chaîne d'assemblage n'est plus bonne, on va en construire une deuxième. Ouais. Mais après, il ne faut pas oublier un truc, et ça je le découvre aussi, alors c'est passionnant, hein. C'est je pense que pour être CIO, mais pour être chef d'entreprise, il faut avoir un truc dans les gènes qui est d'aimer le challenge de la vente. Si tu n'aimes pas ça, moi j'ai plein de copines, elles n'aiment pas ça, hein. Ça se voit. Et d'ailleurs, ça ne marche pas. Il faut être animé par l'envie quand même, ce que tu as conçu de le vendre, ça a de la valeur. Et il faut avoir ça, quoi, dans les gènes. Oui. Et je trouve que les CIO, on a des CIO parfois, alors pas forcément des clients, mais qui sont des ingénieurs, qui aiment concevoir, mais la vente, c'est pas dans leur gène, quoi. Et alors moi, je sais pas pourquoi j'ai été salariée, parce que j'adore ça. Je trouve que c'est un challenge qui est hyper motivant, parce que finalement, vendre, c'est là que tu vois le résultat de ce que tu as conçu, est-ce que ça intéresse ou pas, est-ce que ça a une valeur ou pas. C'est quand même hyper chouette, quoi. Ouais. Moi, je ne sais pas si c'est clair, mais... Si. Moi, j'ai longtemps eu peur de l'acte de vente. À l'époque, quand j'ai commencé à travailler, il n'y avait pas LinkedIn, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il y avait des messageries Internet quand même. Mais, donc, pour vendre, il fallait décrocher son téléphone. Et ça me tétanisait. Et un jour, mon patron m'a dit, mais qu'est-ce que t'en as à faire ? Il est à distance, tu vas pas te prendre un poing dans la gueule. Le seul truc que tu risques, c'est un peu pour ton ego que le mec il raccroche. Oh, ça m'a décomplexé. Et après, maintenant, vous avez le téléphone. C'est sortir de l'enjeu pour en faire un jeu, quoi, finalement. Ouais. Ah oui, ça, je trouve qu'aussi que c'est une bonne recette. Mettre du jeu, quoi, J-E-U. C'est léger, enfin, je veux dire, puis voilà, c'est comme ça qu'on vend, quoi, en étant un peu léger, quoi. Ouais, et beaucoup d'entrepreneurs n'aiment pas vendre, en fait, ont peur parce qu'on reçoit un non. Ouais. Et ça touche notre orgueil, ça touche notre ego de recevoir un non. Mais c'est pas un non, c'est juste... J'ai pas besoin de ton produit, je l'ai déjà, mais il faut pas le prendre humainement, c'est juste que c'est un non, quoi. Pas plus, pas moins. Et on a tous des blocages parfois, des gens n'aiment pas vendre parce qu'ils n'aiment pas parler d'argent, parce qu'à un moment donné, votre prospect va demander c'est combien ? C'est combien ? Hein ? Sophie au départ avait du mal là-dessus. Ouais, j'avais du mal. Alors maintenant j'adore. Ouais. Et à chaque fois j'augmente. Ah, mais c'est tout le rapport à la vente et puis finalement à la perception qu'on a de la vente. Je suis manipulateur, je vais arnaquer, c'est trop cher, oui mais je suis qui pour, le syndrome de l'imposteur, ce qu'on retrouve généralement dans le domaine de la vente. Mais c'est intéressant parce que ça te confronte véritablement à toi-même et à tes propres peurs. Oui. Mais finalement, le CEO qui lève des fonds, c'est un peu ça dont il s'agit, hein, parce que finalement, il vend une partie de son capital en fait. C'est ça. Hein. C'est un vendeur. C'est un vendeur. Il vend un projet et il vend son capital. Mais tu dois le voir dans ton coaching professionnel. Hein. Tous ces blocages, j'ai du mal à manager, j'ai du mal à vendre, j'ai du mal à progresser. Tout à fait. C'est uniquement des points de blocage qui sont parfois pas compliqués à lever. Tout à fait, dont on n'a pas conscience. Généralement, c'est même pas quelque chose de stratégique ou autre chose. C'est souvent le fondateur, c'est souvent l'entrepreneur qui bloque parce que les stratégies sont là, mais il y a un blocage sur le fait de mettre en place la stratégie ou de la mettre vraiment à plein pot.
Eh bien, écoutez, merci à vous deux pour tout ce que vous avez partagé. On vous retrouve sur les réseaux, votre site, tout ça. Je mets tous les liens en description de la vidéo YouTube. Et puis, écoutez, merci pour tout ce que vous avez partagé aujourd'hui. Merci à toi, Kevin.